Alors après, il faut aborder quelques petits sujets relatifs aux finances. Ces divers sujets sont les suivants. D'abord, nous avons exploité tardivement une demande de subvention de fonctionnement de l'association de pêche et de protection des milieux aquatiques. Sean, tu n'étais pas à la pêche dimanche dernier? Non, je n'y étais pas. Hein. J'ai vu le reportage de M. Graval, mais j'y étais pas. C'est une subvention que nous accordons régulièrement et on avait tardé à recevoir le dossier cette année. Nous vous proposons donc de corriger cela en votant une subvention de 300 € à cette association, subvention qui est la subvention que nous attribuons habituellement. Ceci n'entraîne pas de décision modificative, puisque si vous vous rappelez bien, nous avions conservé une certaine marge sur le budget de subvention qui nous permet de dépenser ces 300 €. Avez-vous des questions? Non? Alors, qui s'oppose à la subvention de 300 € aux pêcheurs? Qui s'abstient? Personne. Merci pour eux. Et j'en profite pour vous transmettre les invitations. Vous avez sur les panneaux lumineux, de temps en temps, l'information des manifestations qui se déroulent chez nous. Alors, le point suivant concerne l'approbation du compte de gestion. Merci. Bon, vous vous souvenez que quand nous avions présenté et voté le budget, nous ne vous avions pas proposé de voter le compte administratif et le compte de gestion, puisque nous ne disposions pas du compte de gestion à cette époque, et que, bien entendu, l'élément essentiel, c'est que tous deux soient strictement identiques. Oui, je me méfie parce que quand on a fait ça à la crèche, je me suis aperçu qu'il y avait des écart. C'est pas vrai. Non, là, c'est pas vrai. J'ai quand même bien m'assurer que dans le réalisé 2017, on trouve bien les mêmes sommes. Donc, je vous présente, on ne va pas rentrer à nouveau dans le détail du compte administratif et du compte d'investissement 2017, puisque vous les avez quand même présentés en même temps que le budget 2018, mais les comptes 2017 aboutissent pour ce qui est de la section de fonctionnement. Là, c'est les résultats, hein, c'est pas le résultat budget. Les comptes aboutissent en section de fonctionnement à des recettes de 6 67 000 156,40 et en dépenses de 5 655 663 € et 38 centimes. 633. 663. C'est combien finalement? 63, oui. C'est bien ce qui est sur le tableau. Oui, c'est là. Ah bon? Vous n'avez pas le AS? Ça y est. Et dans le tableau du compte de gestion? 633. Il y a, 633, 38. non, il y a deux chiffres. Il y a 633 dans le récap et 663 dans le tableau. C'est le compte administratif qui est bon. Hein. Donc il faut prendre les chiffres qui sont au compte. C'est le 63 au lieu de 33. C'est une faute de frappe. Oui, mais d'où sort le chiffre de 33 que certaines années? C'est en haut. Ah bon? C'est dans le compte de gestion 2017, dans la notice précise. Ah oui, d'accord, exact. Moi, je me basais sur le tableau, c'est vrai. Bon, ce qui conduit à un excédent 2017 de 411 493 € et 2 centimes.
Compte tenu du résultat reporté de 2016, nous arrivons à un résultat cumulé 2017 de 841 493 euros et 2 centimes. Je trouve pas ici comment. Alors, voilà, il est là. Je le cherchais. Et sur le compte de gestion, un coup de chance, il est de 841 493 euros et 2 centimes également. Heureusement. Je ne vous parle pas de la répartition de cet excédent, nous en avons décidé au moment du vote du budget. Pour ce qui est de la section d'investissement, elle se termine en recette à 2 53 985 euros et 79 centimes, en dépenses à 1 934 352 euros et 83 centimes, ce qui nous donne un résultat 2017 de 119 632 euros et 96 centimes, auquel j'ajoute le résultat de 2016 qui était reporté de 16 789 euros et 14 centimes, pour arriver à un résultat cumulé 2017 de 136 422 euros et 2 centimes, et 10 centimes, pardon, 10 centimes, et trouver sur le compte de gestion la somme identique de 136 422 euros et 10 centimes. Donc une parfaite identité des résultats du compte administratif et du compte de gestion. Ce qui me permet de vous laisser au débat. Sophie. On approuve d'abord le compte de gestion. Ah bon? C'est la comptabilité de la trésorerie. Donc je répète, le compte de gestion aboutit à un excédent global de 977 915 euros et 12 centimes, partagé entre 841 493 euros et 2 centimes en fonctionnement et 136 422 euros et 10 centimes en investissement. Qui n'adopte pas ce compte? Qui s'abstient? Bon, il est adopté. J'ai le temps d'aller à la cuisine. Bon, ben là, je comprends, parce que je vais redire la même chose, mais je vais aller doucement. Donc, au niveau du compte administratif, on va reprendre exactement les mêmes chiffres. C'est pareil, je n'entrerai pas dans le détail, vu que ça a été revu lors des différents conseils municipaux, DOM et vote du budget, et lors des commissions finances. Donc, en section de fonctionnement, le compte administratif, en recette, on arrive à la somme de 6 67 156,40. En dépenses, 5 655 663,38, ce qui fait un résultat 2017 de 411 493,02. On vous propose donc d'y ajouter le résultat reporté 2016 de 430 000 euros, ce qui nous fait un résultat cumulé 2017 de 841 493,02, que nous vous proposons donc de reporter en investissement pour 391 493,02 et en fonctionnement en recette de 450 000 euros. Pour la section d'investissement, le résultat pour les recettes pour 2017 de 2 53 985,79. Pour les dépenses, 1 934 352,83. Donc pour un résultat 2017 de 119 632,96, auquel s'ajoute un résultat reporté de 2016 de 16 789,14, pour arriver à un résultat cumulé 2017 de 136 422,10, avec une prévision de report évidemment seulement en recettes d'investissement de 136 422,10. Qui est contre ce compte administratif? Qui s'y oppose? Qui s'abstient, pardon, merci. Eh bien, merci, je crois qu'on pourra
Allez, recherchez monsieur le maire. Non. Donc maintenant, il va falloir mettre les signatures. Il y a combien de pages, Florence? Une seule. Ouais. Ah oui, il faut que je signe au Tu l'as déjà? Ouais, il était dans son viseur avec Donc si vous avez des procurations, vous signez aussi sur la ligne de la procuration. C'est l'unanimité, monsieur le maire. Merci. Merci, puis félicitations à tous ceux qui ont contribué à tenir le budget en 2017, qui n'est pas un travail aussi simple que ça peut tout paraître éventuellement. Réflexion. Tu fais plus passer. Alors, ah bah si, on avait l'affectation définitive des résultats, qu'on l'a déjà évoqué l'autre jour, je vais la reprendre. Alors, l'affectation définitive des résultats tels que nous les avions évoqués à l'occasion du vote du budget consistait, en ce qui concerne l'excédent de fonctionnement de 841 493 euros et 2 centimes, d'en reporter 450 000 en recettes de fonctionnement 2018 et 391 493 et 2 centimes en recettes d'investissement où elles s'ajouteront aux 136 422 euros et 10 centimes d'excédent d'investissement. Le total n'étant pas fait, je ne vais pas me risquer à le faire de tête. Ça doit être ça, oui. Donner donc le report, la somme de ces deux chiffres en recettes d'investissement. Y a-t-il des objections à cette répartition, qui est celle qu'on avait arrêtée la dernière fois? Non. Des abstentions non plus. Parfait, merci. On va donc pouvoir passer au point suivant. C'est le vote des taux. Alors là, c'est là où ça se complique un tout petit peu quand même. Ça aurait été trop simple si on était allé au bout. Sur cette phase-là, qu'est-ce que j'ai fait de complémentaire? Bien, en ce qui concerne le vote des taux, vous rappelez que basiquement, ce que nous avons expliqué au niveau du budget, c'est que nous n'avions pas l'intention d'augmenter les impôts en 2018. Par conséquent, basiquement, les taux devraient se retrouver au niveau où ils étaient en 2017, c'est-à-dire de 23,93% en ce qui concerne la taxe d'habitation, de 15,91% en ce qui concerne le foncier bâti, et de 47,68% en ce qui concerne le foncier non bâti. Tout ceci était bel et bon, jusque justement apparaisse la notification de la part de la métropole de la facture GEMAPI, puisque cette facture GEMAPI, qui s'élève à 48 000 et quelques euros, cette facture GEMAPI qui était précédemment prélevée par le SIAG directement auprès des contribuables par voie fiscale. Vous vous rappelez du mécanisme, c'est le même que celui dont on parlait l'année dernière pour les eaux usées. Cette taxe, donc, qui rentre dans les compétences métropolitaines, fait que la métropole, qui bien qu'elle ait un pouvoir fiscal, ne peut pas la prélever elle-même auprès des contribuables, dans la mesure où les compétences fiscales de la métropole sont limitées au domaine économique et non pas au domaine des particuliers.
Donc c'est 48 000 euros que la métropole, du fait de l'acquisition de la compétence, devra payer au siège pour régler les frais concernant Sempny. Cette somme-là, ils ne peuvent pas les récupérer directement auprès des contribuables. Par conséquent, selon un modèle qui est semblable à celui qui a mis en œuvre GPSE l'année dernière, la métropole a dit vous, la commune, vous allez les payer. Alors en fait, elle n'a pas dit tout à fait ça, elle nous a dit je vous les retiens sur votre dotation. Si vous voulez les récupérer, à vous de modifier vos taux, ou alors sinon vous payez. C'est la commune qui paye. Nous ne vous proposerons pas de faire payer la commune. Mais nous vous proposons de répercuter cette fiscalité sur les taxes que payent nos contribuables. Jusque-là, ça apparaît relativement simple, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et la pratique consisterait à dire, eh bien, on va ajouter aux taux communaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les taux du siège, et puis on appliquera ça sur les trois impositions. Habitation, foncier bâti, foncier non bâti. Tout ceci est simple et bon, et ça nous donnait les taux suivants. La taxe d'habitation passait de 23,93 à 24,22. La taxe foncière passait de 15,91 à 16,17. Et la taxe foncière non bâtie passait de 47,68 à 48,54. Ce qui était parfaitement transparent pour les contribuables, puisque la colonne siège disparaît et la somme se retrouve dans la commune, à condition de bien l'expliquer, de ne pas laisser dire ce qui immanquablement surgit tout de suite en disant la commune a augmenté les impôts. C'est trop facile. Et était également transparent pour la commune, puisque nous récupérions des euros en plus que nous versions à la métropole. Malheureusement, mais ça vous le savez déjà, il existe en matière fiscale des règles de proportionnalité entre les taux des diverses taxes. C'est-à-dire quand on les fait évoluer, une taxe ne peut pas évoluer par rapport à l'autre en dehors de certaines règles. Or, l'évolution que nous appliquons par voie additive fait qu'il se trouve que par rapport à cette règle, on n'a pas le droit d'appliquer le taux du foncier non bâti à 48,54 parce que c'est trop élevé proportionnellement à l'augmentation du foncier bâti. Nous sommes plafonnés au taux de 48,26. Par conséquent, d'une part, nous allons vous proposer de voter des taux de 24,22% pour la taxe d'habitation, c'est ce que donnait le calcul, de 16,17% pour le foncier bâti, c'est ce que donnait le calcul, et de 48,26% pour le foncier non bâti, c'est pas ce que donnait le calcul, c'est 0,28% de moins. 0,28% de moins, ça veut dire que, à partir des bases moyennes que nous connaissons, cet impôt va nous rapporter 220 € de moins que prévu. C'est-à-dire qu'en fait, sur la fameuse taxe siège, nous allons payer 220 € à partir des moyens de la commune. C'est une perte qui n'est pas dramatique et qui peut être acceptée, et par conséquent, ce sont les taux que je vais vous proposer. Je reviendrai quand même un peu sur le mécanisme tout à l'heure, parce que il a un petit effet secondaire, un dommage collatéral, qui lui, malheureusement, n'est pas négligeable, ce qui me faisait dire que tout à l'heure que ça aurait été mieux si on avait pu faire tout ça l'année dernière, c'est que vous savez que la taxe d'habitation va être dégrévée par tiers pendant les 3 années qui viennent. Un tiers cette année, un tiers en 2018, un tiers en 2019, un tiers en 2020. Ce dégrèvement, l'État nous a juré craché qu'il serait compensé à l'euro. C'est pas vrai.
il ne sera pas compensé à l'euro-l'euro. Il sera compensé à l'euro-l'euro si les bases bougent, mais les taux ne bougent pas. Autrement dit, l'État, dans sa compensation, suivra la dynamique des bases. De toute façon, c'est l'État qui définit l'évolution des bases, mais ne suivra pas la dynamique des taux. C'est-à-dire que si une commune veut augmenter en 2018 ses impôts, il y en a certainement qui le feront, la part supplémentaire d'impôts ne sera pas compensée dans le cadre du dégrèvement de la taxe d'habitation. Donc il appartiendra aux communes ou d'absorber ce manque à gagner, ou d'imposer un nouvel impôt adressé. Alors ça, c'est pas simple parce qu'on ne sait pas trop quelles seraient les règles de fonctionnement de ce système. On imagine mal un impôt s'adressant uniquement aux gens qui ont été dégrevés. Donc ce serait une nouvelle taxe d'habitation complémentaire qui serait payée par tout le monde, y compris par ceux qui ne sont pas dégrevés de la taxe d'habitation basique. C'est par conséquent une aventure dans laquelle nous n'allons pas nous lancer, mais qui fait que nous devons à cette mécanique fiscale gouvernementale le fait de perdre en 2018 l'équivalent de la partie dégrevée de ces 48 000 euros du siège. Et puis nous perdrons l'année prochaine les 2 tiers, et puis nous perdrons les 48 000 entiers en 2020. Voilà, il était utile que vous sachiez tout ça. Ça fera des questions à poser aux députés. Mais je lui en ai déjà parlé. Et ça posera des questions, fera des questions à poser, puis ça fera aussi des éléments à la future réflexion sur le remplacement de la taxe d'habitation. Souhaitez-vous des précisions complémentaires? Juste une petite remarque, parce qu'en fait, dans la notice explicative, c'est là où se trouve la coquille. Quand on voit le vote des taux, les taux communaux votés en 2007 étaient les suivants. La majorité municipale ne souhaite pas augmenter. Toutefois, le transfert de la compétence aménagement, c'est pas la compétence aménagement. C'est la compétence GEMAPI. C'est GEMAPI, voilà, c'est ça. C'est juste qu'il n'y a pas de... C'est juste, voilà, dans la notice explicative. Ah oui, d'accord. Bien. Simplement Oui. une petite information pour ma gouverne personnelle. Les assujettis au taux siège et aux taxes, pas taxes, ce sont les mêmes populations. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, sont exonérés de taxes d'habitation étaient exonérés également du taux siège. Normalement, oui. D'autres questions? Bien, alors qui s'oppose à l'adoption de ces taux? Qui s'abstient? Bien. Alors maintenant, nous allons aborder une décision budgétaire modificative, puisque à l'époque où nous avons voté le budget, nous ne disposions pas de l'État 1259, c'est ça, que nous avons reçu depuis. Et l'État 1259 a mis en évidence un élément important et satisfaisant, c'est qu'en fait les bases seront un peu plus élevées que ce que nous avions imaginé en reconduisant les bases précédentes. C'est plutôt là une bonne nouvelle pour les finances de la commune. Et l'effet de l'augmentation de ces bases nous amène à trouver 167 000 euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport à ce que nous avions fait figurer dans le budget. Nous avons donc proposé, enfin c'est pas tout, avant d'y venir, l'augmentation des taux génère aussi une autre augmentation
qui est de 48 290 €. Ça, c'est l'augmentation liée au taux du siège et à cette augmentation des taux d'imposition par l'intégration des taux du siège. Donc, en fait, ce que nous vous proposons pour tenir compte de toutes ces modifications tient dans le tableau que vous avez en bas de la page et au début de la page suivante. La première page fait que les impôts sont des recettes de fonctionnement. Donc, nous amène à ajouter une somme de 167 000 € à la ligne impôts directs de notre budget de fonctionnement. Et comme nous n'avons pas besoin d'argent supplémentaire dans le compte de fonctionnement, nous proposons d'affecter ces 167 000 € directement à un virement à la subvention d'investissement, à la section d'investissement. Pour ce qui concerne par contre les 48 000 € 290 de recettes sièges, je vais les appeler comme ça. Bien sûr, ils sont aussi encaissés dans la ligne impôts du compte de fonctionnement. Par contre, eux, nous les conservons au compte de fonctionnement, mais d'une façon un petit peu plus complexe, puisqu'ils viennent compenser une diminution de recettes, la diminution de recettes étant la somme de 48 290 € que nous retient la métropole sur notre notation de compensation. Il reste, si on fait la différence entre... oui, alors 160... il reste les 167 000 qui sont virés. Il faut jongler sur les deux pages. C'est virement à la section, c'est 167 000 € virés à la section d'investissement sont partagés en deux parties. Une partie de 77 000 € et une partie de 90 000 €. La partie de 77 000 € sera utilisée à réduire les dépenses d'emprunt. Dépenses d'emprunt que nous avions imaginé réaliser à hauteur d'environ 400 000 €. C'est bien ça. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que 400 moins 77, ça ne fait pas 333. Ça fait... C'est pas 400 exact, oui. Je dis ça au cours de cet après-midi. Bon, 77 000, nous vous proposons d'utiliser 77 000 de ces 167 000 € à réduire nos besoins d'emprunt de 2018. Ce qui est plutôt une bonne chose, même si les emprunts ne sont pas très chers en ce moment. Et reste 90 000 € que nous proposons d'affecter à des travaux d'investissement qui n'avaient pas été pris en compte dans le budget initial pour pouvoir le maintenir à des niveaux qui nous semblaient raisonnables. Et ces 90 000 € seraient affectés à trois opérations: une réparation de canalisation au cimetière, une réparation de la restauration scolaire sur sa ligne de plonge et sur le store, et la réalisation d'une aire de fitness extérieure qui est une proposition du service jeunesse. Ceci représentant des dépenses de 90 000 €. Enfin, pour que le sujet soit totalement épuisé, nous revenons au niveau du budget de fonctionnement dans lequel nous récupérons 5 000 € de compensation d'exonération de TH, pas l'exonération de l'année 2018. Celle-là, elle n'est pas intégrée au budget. On l'intégrera quand on saura ce qu'elle représente. Cette somme de 5 000 € dégagée de cette compensation sera affectée à une aide au projet jeune de 5 000 € pour
leur permettent de développer leurs propres projets. Il s'agit des projets du conseil municipal et des enfants. J'ai oublié quelque chose, non? Non, c'est pas pour le CMJ, c'est pour le service jeunesse. C'est pour le service jeunesse. Et bien justement, si vous voulez des précisions ou des corrections, c'est le moment de poser les questions. Et alors moi j'ai une remarque. C'est que en fait on avait prévu un budget c'est 167 000 euros. Oui. Et en fait ces 167 000 euros, ils nous tombent un peu comme ça du ciel. Et ce que l'on observe, c'est que... Enfin, ils ne tombent pas tout à fait du ciel, parce qu'on savait que le budget, on n'avait pas fait la révision des bases. Donc on savait que le budget nous dégagerait des recettes. Donc on a un phénomène d'aubaine en termes de recettes. Et ce que j'ai du mal à percevoir, c'est le mécanisme de fonctionnement, à savoir que dès qu'on a une recette supplémentaire, il faut en fait trouver des idées de dépenses. Et notamment, là, on s'aperçoit que les canalisations du cimetière et puis la ligne de plonge, en fait, ce sont des investissements qui auraient pu être faits, enfin, vous aviez prévu de les faire, en fait, plus tard. Alors, pourquoi utiliser en fait ces sommes à faire de nouvelles dépenses et pas plutôt soit de diminuer effectivement le recours à l'emprunt, qui même si les taux sont bons, c'est quand même une bonne chose que d'éviter d'avoir recours à l'emprunt. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans la gestion de bons pères de famille. Ou alors, pourquoi ne pas faire un dégrèvement sur la taxe d'habitation pour cette année? Sur la taxe d'habitation? Oui, pour les citoyens. Ils vont en avoir un déjà sur la taxe d'habitation cette année. C'est pas nous qui le faisons, mais ils vont en avoir. Mais bon, c'est effectivement une bonne question. Initialement, la réflexion qu'on se faite, c'est on va faire 167 000 euros d'emprunt en moins. Mais d'ores et déjà, nous ne finançons pas la totalité de nos investissements par l'emprunt. Alors que certains types d'investissements pourraient très bien l'être, et quand on est à des niveaux d'emprunt qui tournent autour de 1,3%, c'est pas une mauvaise opération financière que de financer par l'emprunt. Or, il est vrai qu'on peut toujours discuter de l'ère de fitness qui n'était pas prévue, qui n'a pas d'urgence et qui pourrait très bien ne pas être faite cette année. Et par contre, c'est vrai aussi que la ligne de plonge, ça fait un petit moment qu'on l'a fait glisser d'une année sur l'autre, et qui oblige nos personnels à faire la vaisselle à la main. C'est pas une mauvaise chose que de leur simplifier la vie en leur remplaçant leur ligne de plonge. Et quant à la canalisation du cimetière, la fuite n'est pas si ancienne que ça. Bon, on l'a deviné au moment où le budget a été fait, mais on n'avait pas bien réalisé son importance. Vous constaterez, pour ceux qui vont au cimetière de temps en temps, que l'allée centrale a tendance à s'affaisser sur une dizaine de mètres, et que cet affaissement, qui est dû à des affouillements liés à l'eau, on ne sait pas trop s'il se situe exactement où il y a le trou, et va obliger à défoncer l'allée centrale. Donc c'est des travaux qu'il faut véritablement réaliser. C'est pour ça qu'on a au final décidé de ce partage. Alors après, sur les effets d'aubaine, ils sont certains, et je pensais surtout au fitness dont on parlait, qui n'a pas de mesure d'urgence, effectivement, comme la réflexion et des travaux de salubrité publique. Il n'empêche quand même que, effectivement, c'est un projet qui était déjà en discussion depuis quelque temps. Il y a eu des propositions de subventions. Et pour ne pas se retrouver dépourvu si le projet tenait la route, on préférerait prendre les devants en faisant abonder le compte. Et j'ai reprécisé à la commission jeunesse qu'il était bien sûr hors de question que l'on dépense cet argent. Il a été présenté comme ça aussi aux administratifs travaillant sur le projet. Si le projet n'était pas bien ficelé, si on n'avait pas les subventions qu'il fallait, c'était pour pouvoir ne pas perdre les subventions si vraiment il y avait des choses à faire. Mais effectivement, si le projet n'est pas bon, un peu comme on avait fait pour la classe, pour la maternelle sur les tables numériques, s'il n'y a pas de projet derrière, l'argent ne sera pas dépensé
Voilà, le but n'est pas effectivement de prendre l'argent et de trouver n'importe quelle excuse pour le dépenser. C'est vraiment pas du tout l'idée, en tous les cas. Quel est le montant global de l'aire de fitness? Aujourd'hui, une aire de fitness, on est entre 20 et 26 000 euros globalement. On nous a, alors je dis toujours, je mets beaucoup de bémols entre ce que l'on promet et ce que l'on nous fait miroiter sur les subventions, au moins 50% de subventions. Mais on nous avait déjà fait miroiter la même chose sur du terrain de football synthétique et on a piteusement obtenu 10% de subventions. Donc c'est pour ça qu'on reste très prudent, on fait abonder les fonds si vraiment c'était vrai. Regardez le principe, il faut chercher des financements. Et on continue. De substitution et c'est ne ça. pas se satisfaire de dépenser les 26 000 euros. Ah ben non, mais c'est pas le but. C'est vraiment ce que je dis. On ne dépensera pas si derrière tout n'est pas réuni sur la qualité du projet et sur les financements qui nous ont été entre guillemets promis. D'autres commentaires ou questions? Non. Donc je vais vous proposer de procéder à l'adoption de la décision modificative. Qui s'oppose à cette décision modificative? Personne. Qui s'abstient? C'est bien noté. Merci. Bien, il ne nous reste plus qu'à adopter le compte-rendu de la séance précédente. Alors ce compte-rendu, comme nous l'avions annoncé le mois passé, est un compte-rendu très synthétique, sachant que l'intégralité figure sur le film qui lui-même figure et est disponible sur le site de la commune. À ma connaissance, nous n'avons pas eu de commentaires provenant de visionneurs du compte rendu sur le site. Et nous n'avons pas eu besoin de l'utiliser. Alors je vous propose de procéder à l'adoption dans sa forme squelettique telle qu'elle est et telle qu'elle sera dorénavant dans vos dossiers. Y a-t-il des oppositions? Alors, en fait, d'abord, je souhaiterais que l'orthographe de mon nom soit rectifiée. Ah, En ça, page je 2, ça, sixième oui. paragraphe. C'est Robert qui manque. Joël Robert. C'est pas là, non, c'est pas là, c'est la page 2, sixième paragraphe. Non, mais monsieur Frankenstein. Donc c'est corrigé. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc je repose la question. Qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu? Monsieur le maire, je voudrais simplement dire avant l'adoption du compte-rendu que je ne peux pas être d'accord avec ce type de compte-rendu synthétique. Il ne reporte pas des moments forts, à savoir que vous dites dans ce compte-rendu synthétique que nous avons refusé le secrétariat sans en donner aucune raison, et je trouve ça un petit peu déplorable. Voilà, parce que là, on vous a donné des raisons très précises et on aurait aimé qu'elles soient reportées. Tout simplement. D'autre part, que la caméra puisse faire preuve de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la vidéo sur le site de la mairie et qui n'ont pas eu de voir. Le 29 janvier, vous aviez fait un compte rendu parfait qui n'apportait d'ailleurs aucune remarque et aucune remarque de notre part, aucune analyse contraire. Et je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas continuer à faire des comptes rendus qui soient non seulement transparents, mais d'une intégrité parfaite.
comme vous l'avez fait d'ailleurs le 29 janvier. Donc c'est à ce titre que moi je m'oppose totalement à ce. Mais je pense que quand vous avez fait des enregistrements vidéo, vous de votre côté, c'était pas ce but, c'était pas justement pour reproduire Non. textuellement On ne revient pas, Ben oui, Philippe, on revient pas sur on le peut pas point. être donné, recevoir, Nous ne sommes pas chargés du compte rendu. Le 29 janvier, il a été fait un compte rendu exemplaire. Aucune remarque n'a été faite de notre part. Et c'est pas le premier d'ailleurs. Il y a eu plusieurs comptes rendus sur lesquels on n'avait rien à dire. Maintenant, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que c'est synthétique. Tu n'as pas refusé la dernière fois Le 29, non, je répète, le 5 mars, on a refusé le secrétariat, de tenir le secrétariat. Oui, mais on a donné une raison. Et la raison n'est pas amenée dans le compte rendu, puisqu'il est synthétique. Voilà, c'est tout. Et je trouve ça très dommageable. Bon, j'ai bien noté cette réserve. Elle figurera au prochain compte-rendu synthétique, mais celui-ci va rester synthétique, dans la mesure où on ne va pas changer de méthode à chacun des conseils municipaux. Donc, je repose ma question. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Personne? Bien. Il y a des questions diverses? Non, ah non. Oui, y a-t-il des questions diverses? Moi, je n'en ai pas. Vous en avez reçu? Ah bon. Alors, nous avons dans les questions diverses les remerciements de diverses associations à propos des subventions qui leur ont été attribuées. Le club de boxe nous remercie, enfin vous remercie. L'association Porte Ouverte, ce sont les musiciens qui avaient animé les vœux, vous remercie. L'association du badminton vous remercie. La gymnastique volontaire vous remercie. L'amicale des anciens combattants vous remercie. Et Centeny Roller vous remercie. Bon, ce sont des associations qui ont envoyé leur dossier à temps et qui sont en connaissance. C'est très bien. Il y a une autre question de classe. Bon. Alors, dans ces conditions, il est 22h30. Toi, tu veux intervenir? Bon, alors, partons dans les affaires métropolitaines et territoriales. Mais surtout territorial, puisque le 4 avril, le Conseil de territoire a voté son budget à l'unanimité. Un budget qui comprend notamment le vote, en tout cas, de subventions à certaines associations, notamment à l'école de musique de Centeny, qui se voit gratifiée de 15 427 €, ainsi que l'association Éveillart, 20 000 €. Donc ça, c'est pour le vote du budget. Pardon, 20 000 € à Éveillart et 15 427 € à l'école de musique de Centeny. Au cours de ce conseil de territoire, on est revenu bien sûr sur la compétence aménagement qui a nécessité un petit calage par rapport à la relecture du contrôle de l'égalité sur la délibération qui avait été prise au mois de décembre. Et dans le cadre de la gouvernance partagée, aussi bien en ce qui concerne le pilotage des opérations que la mise en œuvre opérationnelle, la SPLA, qui est la Société publique locale d'aménagement, qui était déjà en place, a été étendue pour que toutes les villes du territoire soient représentées et donc aient leur mot à dire au moment où les opérations d'aménagement se verront signifiées. Pour ce qui concerne la compétence aménagement, je vous enverrai par l'intermédiaire de Florence un document fort bien fait qui présente les éléments de synthèse pour vous permettre de comprendre comment s'organise cette compétence aménagement sur tout le territoire, qui pour ce qui nous concerne ne devrait pas vraiment en tout cas impacter notre gouvernance, puisque nous n'avons pas en tout cas en perspective de ZAC sur Centeny. Voilà pour le territoire. Pour ce qui concerne la métropole, quelques informations. Peut-être Jean-Claude, voudras-tu parler de l'Assemblée des maires qui a eu lieu le 5 avril dernier, voilà, où le SCOT et le PNHH ont été
ont été présentées. On montre là, dans ce que je vous ai déjà dit lors d'un dernier conseil municipal, les opérations stratégiques de la métropole. Pour la métropole, Inventons la métropole, deuxième édition a été lancée au MIPIM au mois de mars dernier avec un immense succès. Il y avait une salle qui contenait 500 personnes, il y en a eu 800 qui se sont présents, on n'a pas pu montrer. Une quarantaine de sites sont aujourd'hui proposés par les communes sur l'ensemble de la métropole. Le comité de sélection se réunira fin avril pour décider quels sites seront véritablement portés à la consultation. Et de la même façon que dans la première édition, les groupements réfléchiront, présenteront un dossier, des jurys se tiendront au mois de septembre 2018 et des résultats définitifs, exactement sur le même process que Inventons 1, seront prononcés au mois de mai 2019. Le président m'a renouvelé sa confiance. C'est à nouveau moi qui suis chargée donc, du pilotage de cette opération et j'en suis très heureuse. Ensuite, important, de septembre 2018 à septembre 2019 vont se tenir les rencontres agricoles de la métropole. J'ai inscrit Centenny pour que effectivement tout le monde puisse venir réfléchir sur ce que pourrait être la perspective agricole au sein de la métropole. Il m'a semblé que notre territoire était particulièrement bien placé pour le faire. Voilà de façon très synthétique, mais sans doute Jean-Claude diras-tu un mot du SCOT qui aura là une importance. Oui, alors la réunion des maires, qui est un événement relativement rare au niveau métropolitain. Une fois par an. Oui, mais bon. Et qui ne réunit pas suffisamment de monde à mon goût. On était 41 sur. Il y avait pas mal de représentants. Oui, pas 41 représentants. Simplement pour présenter deux démarches structurantes de la métropole, qui sont le SCOT. Alors, SCOT, vous avez déjà entendu parler du SCOT, puisqu'on en parlait du temps de la communauté de communes. Le SCOT est un schéma d'urbanisme qui assure une compatibilité des schémas de rang inférieur, les schémas de rang inférieur étant les PLU intercommunaux, ce SCOT est lancé, puisque la décision a été prise, est lancé et va être réalisé dans le délai d'environ 2 ans qui nous sépare des fatidiques 2020 dont on parlait tout à l'heure. C'est un document qui va se situer entre le SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-France, et les PLUI, ou PLU, qui existent actuellement et dont l'objectif est de structurer les perspectives de développement futur de la métropole. Quant au PMHH, Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, c'est un document qui comporte une phase d'analyse. Le SCOT aussi comporte une phase d'analyse, un diagnostic important et qu'il est intéressant d'examiner parce qu'il donne une information très intéressante sur l'hétérogénéité réelle de la métropole. Le PMHH, c'est un petit peu la même chose. Il donne une situation du logement sur le territoire de la métropole et il doit conduire à des propositions visant à harmoniser cette répartition du logement sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire c'est un sujet qui ne peut pas nous laisser indifférents et qui prévoit un certain nombre de dispositions qu'on suivra avec attention, aussi bien dans la répartition du logement que dans la définition des logements d'urgence. Pour compléter, peut-être dire qu'en fait, ce ne sont pas simplement des outils technocratiques que la métropole va mettre en œuvre, ce sont véritablement des outils de planification stratégique qui vont impliquer évidemment concertation et co-construction. Et de ce point de vue-là, un travail technique sera mené effectivement avec les directeurs généraux des services à la fois des EPT et des communes, mais surtout, on va mettre en place une plateforme numérique qui sera adressée non pas simplement à ceux qui habitent dans la métropole, mais ceux qui viennent y travailler, ceux qui la font vivre également pour qu'ils puissent se prononcer sur le SCOT. Et puis de façon plus amusante, des bus viendront dans chacune des communes pour présenter le dispositif. Une exposition itinérante
sera associé à des ateliers thématiques. Bref, les métropolitains vont véritablement être sollicités sur le sujet. C'est la même chose pour le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, il est assez axé sur tout ce qui est politique de la ville. Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas directement concerné. Le territoire le sera véritablement. Il ne faut pas oublier que ces deux schémas ont véritablement pour objectif de rééquilibrer les fonctions habitat sur le territoire de la métropole. Donc pour ce qui nous concerne, nous sommes un territoire, et les territoires à l'est parisien sont très bien pourvus en matière de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas de l'ouest de la métropole. On verra si là, effectivement, les différentes communes sont prêtes à faire le pas pour que la métropole organise, ou en tout cas réorganise, cette fonctionnalité habitat sur le territoire métropolitain. C'est ce que fait nettement apparaître le diagnostic. Voilà, absolument. Par contre, on n'a pas communiqué presse. Ah mais oui, vous êtes capacités. Je vous ferai passer le bon. Très bien. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Et demain, je suis en CLEC métropolitaine, donc le prochain conseil, je vous ferai un compte rendu de la CLEC métropolitaine. Oui, parfait, parfait. Peut-être pas. Bon, voilà. Bien. Eh bien, alors c'est plus 10h30 ou 10h40. C'est très raisonnable. Merci à tous.